Catherine Gardère, c'est une cinquantenaire qui porte bout. C'est une belle femme. Catherine, c'est la collègue anti-morosité, parce que toujours le sourire, toujours le sourire. C'est quelqu'un qui nous a toujours aidés à faire ce qu'on voulait faire, qui prend beaucoup de place dans notre vie. Elle est allongée sur le dos, toute la partie du bas est dévêtue. Le soutien-gorge est remonté au-dessus de la poitrine. Tout de suite, on pense à une agression sexuelle. Imaginez ce que ça représentait comme horreur d'apprendre qu'une habitante de son village avait été assassinée dans les bois. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos épouses, pour nos sœurs. La peur à ce moment-là, c'est qu'il y ait un détraqué, un criminel sexuel qui rôde dans la région. Il y a un côté tout à fait singulier dans son comportement. C'est vraiment la froideur du serpent. On comprend pas comment ce gamin de 22 ans peut avoir pété un plomb à ce point-là, quoi. Je peux pas imaginer. C'est au-dessus de mes forces, ça. Pour moi, c'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Ce jeudi d'octobre 2014, Jean-François Gardère est inquiet. Il est 20h et sa femme Catherine n'est toujours pas rentrée de sa promenade dans la campagne en début d'après-midi. La nuit passe et toujours pas de Catherine. Le lendemain matin, des bénévoles partent à sa recherche et ratissent les environs. Son corps est retrouvé à quelques kilomètres de chez elle, à moitié dénudé. Elle a été violée et battue à mort. Dans le petit village d'à peine 3000 habitants, c'est le choc. Que s'est-il passé? Catherine a-t-elle été victime d'un prédateur de passage? Ou bien le tueur est-il l'un des habitants du village? La réponse dans ce document inédit de Chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Gendarmerie d'Oléron, en Charente-Maritime, mi-novembre 2014. Un jeune homme âgé de 22 ans se présente à une convocation. Il fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures déposée par son ex-petit ami. Lors de ses auditions, il reconnaît les faits et accepte que les enquêteurs prélèvent son ADN. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ce prélèvement de routine est sur le point de relancer de façon spectaculaire une affaire criminelle qui sème la psychose dans toute cette région. Tout commence à Échillé, en Charente-Maritime. Cette petite commune est proche de la ville portuaire de Rochefort. On est dans une région qui est quand même relativement calme, au bord de mer. On est au sud de Rochefort. C'est, on va dire, une petite banlieue un peu chic de Rochefort, voilà. On est relié à Rochefort par ce superbe monument qu'est le Transborder. Mais c'est une petite ville de plus de 3500 habitants aujourd'hui où, très franchement, il fait bon vivre. C'est ici, à Échillé, que la famille Gardère vit depuis toujours. Jean-François et Catherine forment un couple très uni, avec 2 grands-enfants. Donc il y a Jean-François le père, il y a les 2 filles et la mère. Tout le monde vit dans une maison assez cossue, confortable. On ne leur connaît pas d'histoire. C'est une famille discrète, une famille de bonne compagnie. Ce sont des gens bien, les Gardère. Catherine Gardère est âgée de 51 ans. Une mère de famille aimante et très soucieuse du bien-être des siens. En particulier
d'Emma, sa cadette, et de Clotilde, sa fille aînée. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui nous a toujours aidés à faire ce qu'on voulait faire, qui prend beaucoup de place dans notre vie. Voilà plusieurs années que Catherine Gardère travaille non loin d'Échillé, dans un laboratoire d'analyse médicale. Sa joie de vivre fait l'unanimité chez ses collègues. Catherine, c'est la collègue anti-morosité parce que toujours le sourire, toujours le sourire. Catherine est quelqu'un de joyeux. Nous sommes toujours prêtes à avoir des bons fous rires. Elle aime le contact, donc tout le monde l'aime beaucoup, oui. Catherine Gardère, une femme connue et appréciée de tous. À Échillé, on la croise souvent en train de s'adonner à son activité favorite. Catherine Gardère, c'est une cinquantenaire qui porte bout. C'est une belle femme qui fait très attention à son corps, à son apparence. Et c'est vrai qu'elle pratique pas mal le sport, notamment la marche nordique, ce qui est un sport assez complet. C'était une de ses seules activités personnelles, hein. Tout le reste, c'était pour les autres. Elle s'occupait beaucoup des autres. Elle a une vie, oui, qu'on peut qualifier de parfaite, en tout cas très dynamique et dans le don de soi. Une famille très soudée, un travail qui la comble, une existence aussi discrète qu'harmonieuse, tout paraît sourire à Catherine Gardère. Jusqu'au jeudi 2 octobre 2014. Il est 18h30 ce jour-là. Jean-François, le mari de Catherine, se gare devant leur maison d'Échillé. Monsieur Gardère rentre comme tous les soirs donc à son domicile et il constate que son épouse n'est pas là. Il constate que ses chaussures ne sont pas là, que les bâtons de marche ne sont pas là. Il en déduit fort légitimement qu'elle est partie faire une marche nordique comme ils ont l'habitude de le faire. Mais à mesure que les minutes passent, Jean-François commence à s'impatienter. Catherine, sa femme, a pour habitude de rentrer avant 18h. Il appelle son téléphone portable parce qu'il sait qu'elle part toujours avec son téléphone portable, justement par précaution. Et ce téléphone portable ne décroche pas. Personne au bout du fil. Le temps passe, et c'est là où la surprise va céder le pas à l'inquiétude. Alors c'est mon père qui m'appelle le jeudi soir, vers 19h30, en me disant qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Donc je me dis qu'il y a un problème. Après, quoi, j'en sais rien, j'espère que c'est pas grave, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Il est 19h30. Voilà 1 heure maintenant que Jean-François se demande où est son épouse. Je crois que c'est sur les coups de 20h qu'il se rend à la gendarmerie de Saint-Aignan pour indiquer qu'il était étonné que sa femme ne rentrait pas. La disparition de Catherine est immédiatement prise au sérieux par la gendarmerie. Et là, les gendarmes de la brigade de Saint-Aignan et de la compagnie de Rochefort déclenchent les recherches, ce qui est normal, puisque voilà, elle a disparu, il faut la retrouver le plus rapidement possible. La marcheuse aurait-elle été victime d'un malaise? Route de campagne, forêts environnantes, les gendarmes commencent à passer le secteur d'Échillé au peigne fin. Il y a une brigade nautique, il y a également une brigade cynophile. Il y a un dispositif mis en place qui est absolument énorme, ce qui prouve vraiment que la disparition a un caractère très inquiétant. « 3 octobre 2014, 8h du matin. La nuit s'est écoulée et toujours aucune trace de Catherine Gardère. Alors que l'enquête de voisinage démarre, la population, elle, s'interroge. J'ai commencé moi aussi très sérieusement à m'inquiéter, à me demander pourquoi
cette voisine n'était pas rentrée de cette sortie sportive. Elle n'avait aucune raison de fuguer, évidemment, de partir. On a des raisons légitimes d'être inquiet et de penser qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Il n'y a pas non plus le moindre signe d'elle dans les hôpitaux de la région. Reste à contacter un par un tous les membres de sa famille, ainsi que ses collègues du laboratoire. Et en effet, le lendemain matin, elle n'était pas là au travail. Là, par contre, j'ai eu un peu froid dans le dos. J'ai dit, si elle a été empêchée de ça, c'est que c'est très grave. Mon père m'a appelé, j'attendais qu'il me tienne au courant de ce qui se passait. Du coup, n'ayant pas de nouvelles le lendemain matin, moi je suis partie en voiture et je suis rentrée à Échillais. Clotilde Gardère, qui fait ses études à Toulouse, prend alors la route. Famille, amis, relations. Par le bouche à oreille, la nouvelle de la disparition de Catherine fait le tour d'Échillais. De nombreux habitants viennent prêter main forte aux enquêteurs et de nouvelles battues sont organisées. Donc les gendarmes ont été épaulés par une population active qui voulait savoir ce qui s'est passé. Il y a un véritable élan de solidarité qui se met en place de façon très spontanée. C'est vrai qu'il y a eu, de la part des habitants d'Échillais, une réaction absolument remarquable. Voilà plus de 12 heures que Catherine Gardère a disparu. Grâce à la population de la région, les recherches s'étendent partout autour de la commune, sans résultat. Mais en fin de matinée, tout s'accélère. Au début, c'est un bénévole qui trouve les premières traces dans un chemin blanc où il est effectivement étonné de constater qu'il y a une flaque de sang, avec ensuite des traces de traction sur le sol qui démontrent que quelque chose a été bougé, qui a été tiré. D'importantes traces de sang à même le sol. Ce bénévole alerte aussitôt les gendarmes et très vite, il tombe sur un autre indice, un peu plus loin, en lisière de forêt. Aucune confusion possible. Ce sont les lunettes de Catherine Gardère. Et là, ils se sont mis à rechercher un petit peu autour de ces lunettes. Ils sont rentrés dans le bois du chai, ils ont découvert Madame Gardère qui était appuyée sur un arbre, à moitié dévêtue. Puis le corps était partiellement enfoui sous des feuilles, maculé de sang, donc c'était quelque chose qui était assez dur. Et sans rentrer dans les détails, hein, mais c'était quand même atroce. Catherine Gardère ne respire plus. Son visage et son corps sont affreusement tuméfiés. La scène insoutenable que les gendarmes découvrent au pied de cet arbre ne laisse guère de place au doute. Il y a des flaques de sang partout. Et évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas une mort naturelle. Au vu des constatations, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un meurtre. C'est un crime absolument horrible. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte et confiée aux gendarmes. Catherine Gardère est presque méconnaissable. Elle porte à plusieurs endroits de très violentes traces de coups. Quant au mobile de ce crime, les enquêteurs doivent très vite se rendre à l'évidence. Vu comme on la découvre, elle est allongée sur le dos, toute la partie du bas est dévêtue. Le soutien-gorge est remonté au-dessus de la poitrine. Tout de suite, on pense à une agression sexuelle.
sans que les investigations aient encore pu donner le résultat, bien sûr. Mais on pense immédiatement à ça. Un crime à caractère sexuel. D'un seul coup, pour la gendarmerie, l'affaire prend une autre tournure. Pas question de laisser tomber le moindre indice ou le moindre détail au hasard. Toute la scène de crime, donc tous les alentours sont gelés, donc l'accès au chemin et au bois est bouclé. Les techniciens font un cheminement, donc ils partent du chemin jusqu'au corps, quoi. Leur premier travail, c'est de prendre les photos, de prendre des mesures, et puis de faire différents prélèvements. Alors on prélève tout ce qui peut être indices, traces, style mégot, canette de bière. On met sous scellé pour les envoyer à l'analyse. Pendant que la police scientifique ratisse les lieux, la famille de Catherine Gardère est prévenue. Lorsque la nouvelle tombe, Clotilde, sa fille, vient tout juste de rejoindre le domicile familial. Mon père est arrivé, je ne sais plus quelle heure il était, il devait être 14h. Et j'ai vu sur la tête de mon père qu'on l'avait retrouvé. J'avais rarement vu mon père pleurer aussi, donc évidemment, on se demande... Enfin, on ne sait plus où on est, quoi. Moi, je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je me suis dit que là, c'était la fin de quelque chose, quoi. Pour Emma et Clotilde, les filles de Catherine, pour son mari Jean-François, le choc est terrible. Du jour au lendemain, la mort de cette mère de famille laisse un vide vertigineux. Elle prenait beaucoup de place dans toutes nos vies, donc du coup, d'un coup, en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de fin pour nous, en fait. Moi, je l'avais vue 3 jours avant. On a l'impression qu'elle est juste partie. Donc ça, déjà, c'est difficile de se mettre en tête qu'elle ne reviendra pas. Et il a fallu réapprendre à vivre différemment. L'émotion gagne également les habitants d'Échillais. Voisins, amis, collègues de travail de Catherine, tous sont horrifiés par les circonstances du crime. On a eu tous les détails, forcément. C'est un acharnement, c'est un monstre qui se défoule complètement sur un pantin, en fait. Voilà. Je ne peux pas imaginer. C'est au-dessus de mes forces, ça. Pour moi, c'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Imaginez ce que ça représentait comme horreur d'apprendre qu'une habitante de son village avait été assassinée dans les bois que l'on connaît et qui sont plutôt des lieux ici de bonheur et de plaisir. Une mère de famille sauvagement assassinée, une petite ville traumatisée. Alors que la population cherche à comprendre, les enquêteurs, eux, misent beaucoup sur l'autopsie de la victime. Le médecin légiste conclut à une mort suite à des coups violents portés sur tout le corps, notamment au niveau de la tête. Son visage est tuméfié. Très vite, le médecin légiste constate aussi que ses côtes sont cassées. Elle a été l'objet d'une haine et d'une violence incroyable. L'examen médico-légal confirme l'extrême barbarie de ce crime. Catherine Gardère a été victime d'une avalanche de coups portés à main nue avant de succomber à un traumatisme crânien. Quant aux motivations du ou des meurtriers, les gendarmes avaient vu juste. Les prélèvements qui ont été faits au cours de l'autopsie ont permis de découvrir des traces de sperme. Et ce qui faisait guère de doute, au regard de la scène de crime, va être confirmé par les prélèvements. Catherine a été violée. L'autopsie réserve cependant une surprise aux enquêteurs.
le médecin légiste leur livre un élément nouveau qui va se révéler de la plus haute importance. Il parvient à isoler un profil génétique. Le premier réflexe des enquêteurs est bien évidemment de le confronter au fichier, et malheureusement, ça ne matche pas, comme on dit dans le jargon policier. On ne sait pas à qui appartient cet ADN. Un ADN inconnu parmi les millions de profils contenus dans le fichier des empreintes génétiques. Tandis que l'enquête piétine, le crime fait la une des médias régionaux. Trois jours après la découverte du corps sans vie d'une femme de 51 ans à Échillé, en Charente-Maritime, l'enquête commence. Peu d'indices, pas de suspect pour le moment. L'émotion ici reste vive. Échillé est une tranquille bourgade de 3400 habitants où Catherine Gardère menait une vie discrète, entourée de fidèles amis, des proches, aujourd'hui très choqués. Une affaire si terrifiante que l'onde de choc se propage au-delà de la région. Si bien qu'une semaine après le crime, la France entière découvre le visage de Catherine. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, une marche blanche était organisée cet après-midi à Échillé à la mémoire de Catherine Gardère. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent. En tête de la marche, les proches de la victime, ainsi que la plupart de ses collègues et amis. On était pratiquement toutes là, très recueillies, très dignes, un peu à l'image de la famille de Catherine. Dans cette marche blanche, ce qui se dégageait, c'était une énorme émotion. Il y avait véritablement une communion autour de la famille Gardère, et c'était beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je vis un moment aussi profondément intense de dignité et de recueillement à la mémoire de cette dame d'Échillé qui nous manque cruellement. C'est très dur. Un rassemblement que les gendarmes surveillent à distance, en toute discrétion. Car selon eux, dans ce genre de crime, il est parfois arrivé que l'assassin se glisse au milieu de la foule. Mais ils ne remarquent rien ce jour-là de véritablement suspect. C'était assez bizarre parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Moi, j'en connaissais pas la moitié. J'avais pas mal d'amis qui étaient là autour de moi. Et on avait un peu peur que la personne soit là, parce qu'on s'imagine un petit peu tout et n'importe quoi. La peur à ce moment-là, c'est qu'il y ait un détraqué, un criminel sexuel qui rôde dans la région et que ça recommence, que ça se représente. Et si le meurtrier venait à frapper à nouveau? Plus de 8 jours après la mort de Catherine Gardère, la psychose s'étend inexorablement à toute la région. Tout le monde se sentait concerné. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos épouses, pour nos sœurs. Les gens ont pris conscience à ce moment-là que ça pouvait leur arriver. Des femmes étaient inquiètes de savoir qu'un tueur était dans la nature et qu'on n'avait toujours pas arrêté. Il fallait trouver qui c'était assez rapidement. Malgré la pression qui s'installe, les gendarmes se heurtent à un obstacle. Cet ADN masculin, isolé sur la scène de crime, demeure inconnu. Alors ils décident de passer en revue toutes les hypothèses. Catherine Gardère aurait-elle été suivie à la sortie du travail? On constitue des équipes qui sont chargées de contacter toutes les personnes susceptibles de donner un renseignement pour essayer de recréer son emploi du temps. Et le soir, un gendarme m'a téléphoné en me demandant, voilà, votre collègue, Catherine... Je la revois très bien. Elle a fini son travail à 12h30 ce jour-là, comme toujours, très souriante, une petite rigolade avant de partir. Il est 15h lorsque Catherine quitte le laboratoire. Jusque-là,
Rien d'anormal. Par la suite, des voisins la voient regagner son domicile d'Échillé avant de le quitter un peu plus tard. C'est un certain nombre de petits renseignements qui nous ont permis de dire qu'elle était partie aux alentours de 16 heures de chez elle, en tenue de marcheuse nordique avec ses 2 bâtons. Elle a pris donc le chemin pour pratiquer son sport de marche nordique. Et c'est un parcours habituel des époux Gardère. C'est donc sur ce trajet de quelques kilomètres qui longe le canal de la Bridoire que tout s'est joué. Pour les gendarmes, le scénario est le suivant. Catherine Gardère a été attaquée sur le chemin, puis traînée dans les bois pour y être violée et battue à mort. Le crime de rôdeur est désormais l'hypothèse numéro 1. On a imaginé effectivement une mauvaise rencontre avec Dieu sait qui, puisque, encore une fois, le fait que les empreintes génétiques n'aient pas matché avait posé une vraie difficulté aux enquêteurs. Ils n'avaient finalement absolument rien à quoi se rattacher au tout début. Impossible pour les gendarmes d'exploiter le seul indice dont ils disposent, ce fameux ADN masculin. Il leur faut donc prélever les profils génétiques de tous les hommes qui fréquentent les lieux. Cette enquête est tout simplement en train de changer de dimension. On se dit on va faire catégorie par catégorie, donc déjà faire des contrôles tous les jours sur le chemin. Tous les hommes sont entendus et prélevés. Les gens qui font du cheval, les gens qui font du vélo, les gens qui courent, et je crois qu'il y en a une centaine qui ont été analysés, sans résultat. Les comparaisons ADN se multiplient, mais toujours rien. Les gendarmes en sont pourtant persuadés. La clé du mystère se trouve ici, quelque part autour du canal de la Bridoire. Bref, il y a véritablement des investigations un peu tous azimuts pour avancer, puisque l'objectif, on l'a bien compris, c'est de faire matcher l'ADN. Qu'un crime comme celui-ci puisse frapper à la porte de ces gens à la vie si paisible peut s'entendre, mais qu'on ne parvienne pas à mettre la main sur le criminel. Il y avait quand même une espèce d'ambiance très très lourde dans les parages à la suite de ce crime. Partout dans le secteur, la psychose monte encore d'un cran. Surtout parmi les joggeurs et les promeneurs présents chaque jour aux alentours du canal. C'est clair qu'on ne voit plus les choses de la même façon. On va dans des lieux sécurisés, mais pas n'importe où et surtout pas toute seule. Avant, je marchais beaucoup ou je courais dans la campagne. Maintenant, j'y vais plus du tout. Je vais en ville. Je m'arrêterai pas de vivre, je cours régulièrement, je cours 3 fois par semaine, donc après oui, je fais attention. Je fais peut-être plus attention qu'avant, mais je continue ma vie et je m'arrêterai pas pour ça. La population doit se résigner à vivre dans l'angoisse. D'autant que l'enquête, elle, fait du surplace. Voilà 2 semaines déjà que Catherine a été tuée. C'est là qu'un témoin inespéré finit par se manifester. Il se souvient avoir remarqué quelque chose le jour du crime. Souvent, sur ce canal, il y a des pêcheurs, dont un qui indique aux gendarmes de façon explicite qu'il a bien vu une personne d'une 50aine d'années avec des bâtons de marche. Il va expliquer qu'il a vu Madame Gardère et qu'à un moment donné, un jeune pêcheur qui était au bord du canal l'aurait suivi. Un témoignage providentiel. Les enquêteurs tiennent enfin un début de piste. Ce jeune homme qui semblait suivre la victime. Mais par la suite, le témoin n'a rien noté de véritablement suspect. Et ce même pêcheur indique aux gendarmes qu'il a revu 3/4 d'heure après un jeune homme revenir donc sur ses pas, pêcher quelque temps, plier ensuite sa canne à pêche et repartir comme si de rien n'était. Ah, il avait l'air tout à fait normal, oui. Il n'avait pas l'air perturbé, ni en train de courir, puisqu'il a repêché derrière
avant de repartir d'où il était venu. Un détail interpelle les gendarmes. Le moment où ce jeune homme s'est absenté correspond très précisément à l'heure du crime. Aurait-il croisé la route de Catherine Gardère? On a exploré beaucoup de pistes en pensant que c'était quelqu'un qui fréquentait ce bois-là. Et puis on se concentrait sur la fin, sur ce pêcheur. Donc évidemment, cet homme inconnu, ce jeune homme, devient immédiatement le suspect numéro 1. Mais personne, malheureusement, n'a revu le suspect dans les parages depuis le meurtre. Un portrait robot est établi, car les gendarmes espèrent que quelqu'un va finir par l'identifier. On ratisse comme d'habitude, et on ne trouve rien dans un premier temps. Mais dans cette affaire, les gendarmes vont avoir une chance extraordinaire, qui d'un coup va permettre de faire avancer l'enquête, mais de manière considérable. L'ADN va finir par matcher. Nous avons maintenant un nom correspondant à l'ADN prélevé sur le corps de la victime. C'est le coup de théâtre. Voilà presque un mois que cet ADN masculin restait inconnu. Et là, miracle, le fichier des empreintes génétiques livre une information cruciale. Ce profil appartient à un habitant de la région, un certain Jérémy Tiberghien. Ce qui est dingue dans cette affaire, c'est la raison pour laquelle l'ADN de Jérémy Tiberghien est rentré dans le fichier. Ça n'a strictement rien à voir avec le décès de Madame Gardère, c'est uniquement en lien avec des faits de violence conjugale pour lesquels une plainte avait été déposée contre lui. Les enquêteurs chargés du dossier Gardère n'en reviennent pas. L'ADN de ce Jérémy Tiberghien vient tout juste d'être intégré au fichier. Il lui a été prélevé dans une affaire de coups et blessures. Quant à son signalement, il colle parfaitement avec le portrait robot. Il correspond aux descriptions qu'en ont fait les 3 pêcheurs qui avaient vu cette espèce de garçon traîner dans le coin. Environ 25 ans, pêcheur, donc il entrait dans le profil du jeune homme qui suivait Madame Gardère. Toute cette histoire a basculé 4 jours seulement après le meurtre de Catherine. Visé par une plainte de son ex-compagne pour des violences, Jérémy Tiberghien était convoqué ce jour-là par les gendarmes de l'Héron. Cette île de Charente-Maritime est située à quelques kilomètres d'Échillais. Et donc, il décide d'auditionner Jérémy Tiberghien pour qu'il soit entendu sur cette affaire concernant son ancienne petite amie. Et un prélèvement ADN est effectué. Il y a un don du ciel, c'est-à-dire que Jérémy, qui vient, qui est convoqué par la brigade de gendarmerie pour toute autre chose, accepte le prélèvement ADN sur lui. Ayant donné son ADN et dans l'attente de son procès pour violence conjugale, il est remis en liberté, mais pas pour très longtemps. Car du côté de l'enquête criminelle, les gendarmes savent qu'il s'agit là d'une avancée décisive. Et puis, le profil de ce Jérémy Tiberghien a de quoi les intriguer. On a fait ce qu'on appelle son curriculum vitae, donc son environnement auprès des personnes qu'il a fréquentées, de la famille, des amis, du travail. C'est un très jeune homme d'une vingtaine d'années, un jeune homme sans histoire réellement particulière sur le plan judiciaire, j'entends. Donc on sait qu'il travaille dans un centre hippique à côté de la Tremblade, donc il vit juste à côté du canal. Un suspect qui réside à 2 pas des lieux du crime, ses témoins qui le reconnaissent formellement, et surtout
cet ADN qui le désigne comme possible meurtrier. L'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Jérémy Tiberghien est interpellé par la gendarmerie. Arrestation hier matin d'un homme soupçonné du meurtre d'une randonneuse dont le corps avait été retrouvé il y a un mois. Suite de l'affaire du meurtre de la marcheuse d'Échillé en Charente-Maritime, un suspect arrêté hier matin est toujours en garde à vue. 21 novembre 2014, 6 semaines après le meurtre. Comme toute l'opinion publique, la famille de Catherine Gardère découvre le nom et le visage de Jérémy Tiberghien. Et là, ce qui m'a choqué, c'est son âge. Je me suis dit, 22 ans, il est plus jeune que moi. Là, je comprends pas. Là. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs prennent beaucoup de pincettes. Ils nous disent pas ce qu'il dit. On sait juste qu'il est en garde à vue. On cherche des informations, mais on n'en a pas trop. Section de recherche de la gendarmerie de Poitiers. Jérémy Tiberghien est interrogé depuis 24 heures par les enquêteurs. Jusque-là, rien ne filtre de ses auditions. D'autant que le suspect l'affirme, il ne sait rien sur la mort de Catherine Gardère. Au départ, il nous dit qu'il ne sait pas pourquoi on l'interpelle et tout, donc on attaque les faits. Il nous dit qu'effectivement, il a été pêché, qu'il a croisé personne. Qu'il pêchait bien au canal de la Bridoire, mais à l'opposé de l'endroit où Mme Gardère a été trouvée, qu'il n'a jamais mis les pieds dans le bois du Chet. Je ne sais pas exactement pourquoi vous me posez ces questions et pourquoi vous m'interrogez sur ce crime. Je suis complètement étranger à cette histoire. Pourtant, les témoins sont tous formels. C'est bien lui qu'ils ont vu pénétrer dans ce bois alors qu'il emboîtait le pas de la future victime. Sans relâche, les gendarmes continuent de l'interroger sur cet après-midi où il prétend ne s'être adonné qu'à 2 activités, la promenade et la pêche. Mais progressivement, le jeune homme commence à vaciller. Il n'est pas bête, Jérémy. Il comprend vite les choses. Il reconnaît donc à minima, il est obligé de reconnaître qu'il était sur place. Mais il va falloir des heures et des heures aux enquêteurs pour le mettre devant la preuve, l'évidence. On a ton ADN. Les gendarmes abattent leur carte maîtresse. Son ADN a été trouvé sur la victime. Un élément déterminant qui achève de déstabiliser le suspect. Il est quand même assez perturbé pendant l'audition, parce qu'il se met beaucoup à sangloter. Effectivement, lorsqu'il va être confronté à des éléments qui sont des éléments importants du dossier, contre lesquels il est compliqué de se battre, il va finir par reconnaître être l'auteur de ce crime. Les gendarmes tiennent enfin des aveux. Mais que s'est-il vraiment passé cette fameuse après-midi ? Voilà le récit que Jérémy en fait. Il explique être arrivé sur place, près du canal, avec sa canne à pêche. Très vite, il croise quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une femme, âgée d'une 50aine d'années. Ce qu'il va expliquer, c'est qu'effectivement, il voit cette femme passer, et que pour une raison qu'il ne parvient pas à s'expliquer, il va décider de la suivre. Il indique qu'il s'est mis à courir et arrivé à sa hauteur. Il lui a asséné un très violent coup de poing sur la tête. Celle-ci tombe au sol et il y a une flaque de sang qui apparaît immédiatement. Sous la violence du coup, la mère de famille tombe inconsciente. À partir de là, son agresseur raconte l'avoir traînée hors du chemin pour se mettre à l'abri des regards. Il la tire dans le bois
Il lui met des coups de pied dans la figure, sur le corps et tout. Il la positionne sur le ventre, il la retourne, la déshabille, se met sur elle et la viole, quoi. Il va décrire la scène de viol, qui est terrible. Hein. On est face à... on est face à une scène vraiment bestiale. La scène dure, on ne sait pas combien de temps. Face aux gendarmes, Jérémy Tiberghien ne met aucun détail de la scène. Sa confession se fait de plus en plus glaçante. Il va de nouveau la frapper. Et il va la frapper jusqu'au-delà de l'inconscience, puisque lui-même va le dire, il va dire « elle n'était pas morte, mais c'est comme si je l'avais laissée pour morte ». Catherine Gardère ne reprendra jamais connaissance. Son corps sans vie sera découvert le lendemain matin, au pied d'un arbre. Pourquoi un tel déchaînement de violences meurtrières? Alors que le suspect vient de passer aux aveux, le procureur de la République fait une déclaration officielle. Le mis en cause évoque à cette heure une pulsion et dit ne pas comprendre le pourquoi de son crime, dont la motivation paraît d'emblée de nature sexuelle. Il a également indiqué qu'il avait agi seul, ce qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'infirmer. 24 novembre 2014. Jérémy Tiberghien est placé en détention provisoire. Après des semaines d'angoisse et d'incompréhension, les proches de Catherine Gardère commençaient à perdre espoir. Ça a été à la fois un soulagement et en même temps un nouvel effroi de savoir que c'était un jeune qui avait commis ce crime dans ce bois. J'étais bien contente qu'on ait pu le retrouver parce que j'avais peur dès le départ que ça reste un crime pas élucidé, quoi. J'ai eu tout de suite le réflexe de chercher sur Facebook. Et c'est là que j'ai découvert, oui, un jeune homme ordinaire, totalement ordinaire. Il n'a rien de particulier. Le meurtre de Catherine Gardère est élucidé. Pour autant, certaines interrogations restent sans réponse quant à Jérémy Tiberghien. Qui se cache derrière ce jeune homme, a priori sans histoire? Pourquoi a-t-il commis un meurtre d'une telle sauvagerie? Son profil sur le plan social, familial, est assez décalé par rapport au crime qu'on a constaté lorsqu'on a retrouvé le corps de Mme Gardère. On ne comprend pas comment ce gamin de 22 ans peut avoir pété un plomb à ce point-là, quoi. Alors donc, on va commencer à faire l'entourage. Enfance, famille, relations, tout dans son existence est passé au crible par les enquêteurs. Une histoire presque banale, quoique marquée par un parcours familial chaotique. Son histoire de vie commence de manière particulière. Sa mère tombe enceinte, elle part à La Réunion, il naît à La Réunion dans le secret du père, donc le père n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'il se sent plutôt miséreux malgré tout, hein. Miséreux, laissé pour compte. Il n'est pas très sociable, il n'a pas de potes, il n'a pas de copains. Il fait un peu attention à lui, il aime bien se coiffer. On le voit hein, sur les photos, il fait un peu gaffe à son apparence physique pour finalement pratiquer la seule activité qu'on lui connaisse, c'est-à-dire draguer des filles. Jérémy arrive en métropole à l'âge adulte pour chercher du travail. C'est là qu'il noue plusieurs histoires sentimentales avec des jeunes femmes. Toutes sont interrogées et toutes dressent le même portrait de lui. Le rapport à la femme est un rapport tendu, de conflit, de rivalité. Les copines qui ont eu affaire à Jérémy Tiberghien ont eu affaire à un homme violent qui, dès qu'il était contrarié, devenait violent avec ses copines, voire très très violent. Interrogé par le juge d'instruction,
Jérémy Tiberghien ne peut que reconnaître ses accès de violence, tout en les justifiant par ce qu'il aurait vécu dans son enfance. On comprend très vite qu'il y a un grand vide intérieur, il y a des manques qui sont là. Il laisse comprendre qu'il a reçu de nombreux coups. Des témoins viendront l'attester, Jérémy était bien un enfant battu. D'après lui, c'est même là qu'il faut chercher les raisons de son déchaînement de violence. D'ailleurs, concernant le meurtre lui-même, il décide de livrer une nouvelle version des faits. Il dit pareil qu'il suit Madame Gardère, mais qu'une fois qu'il arrive derrière elle, c'est elle qui se retourne et qui lui donne un coup de bâton. Celle-ci est prise par une espèce de mouvement de sursaut, probablement par la peur, et que c'est ce coup porté avec le bâton qui va déchaîner sa fureur. Face au magistrat, Jérémy Tiberghien est catégorique. Il n'aurait fait que répondre à cette supposée agression par la violence jusqu'à commettre l'irréparable. Et du coup, je me suis énervé et je suis allé trop loin. Je l'ai laissée pour morte. Pour lui, c'est... Alors je vais exagérer, mais entre guillemets, la légitime défense, quoi. Un acte qui, selon lui, donc, s'apparenterait à de la légitime défense. Et quand le jeune homme est questionné sur l'extrême violence du crime, il avance là encore une explication. J'ai dû sortir de moi-même pour commettre cet acte. Donc c'est pas vraiment moi. Moi, je suis pas comme ça. Ou si je l'ai été à ce moment-là, ça s'explique par les traumatismes. Et qu'on le veuille ou non, c'est un môme qui a été cassé par la vie, qui a été cassé par l'éducation qu'il n'a pas reçue comme il aurait dû la recevoir. Il va du coup inverser son système de défense et dire « mais je n'ai rendu que la violence que j'ai subie ». Alors, les jurés de la cour d'assises lui accorderont-ils, oui ou non, des circonstances atténuantes ? Tribunal de Saintes, en Charente-Maritime, 4 septembre 2017. 3 ans ont passé depuis la mort de Catherine Gardère. Sa famille, ses voisins d'Échillais, ses amis du travail sont là, au grand complet. Face à eux, Jérémy Tiberghien, 25 ans, seul dans le box des accusés. J'y vais pour voir quelle personnalité et qui a pu faire ça, en me disant bon bah de toute façon ça la ramènera pas. Donc après le pourquoi. Je voulais savoir justement dans quelles circonstances exactement elle avait été tuée, pour savoir en fait ce qu'elle avait vécu. Et moi, je venais chercher ma réponse. L'accusé sait qu'il risque gros, jusqu'à 30 ans de prison pour viol et homicide volontaire. Au premier jour d'audience, tout le monde se presse pour voir le dangereux tueur du canal. Il baisse les yeux tout le temps. Il baisse les yeux, il est très effacé, il parle pas beaucoup, il s'exprime pas trop. Je pense qu'il se rend pas compte de ce qu'il a fait en fait à ce moment-là. Il y a un côté tout à fait singulier dans son comportement qui est extrêmement blessant pour les victimes parce qu'il n'y a pas d'affect. C'est vraiment la froideur du serpent. Il n'y a pas de bonne attitude à avoir. Si vous présentez des excuses, on va dire que c'est calculé pour essayer d'apitoyer les parties civiles et d'obtenir un jugement de leur part qui serait moins sévère et par effet miroir, un jugement de la cour d'assises qui le serait également. C'est là que son avocat tente le tout pour le tout. Il invoque tout d'abord son passé d'enfant battu, mais surtout, son client, dit-il, a des révélations à faire sur un autre traumatisme. Il prétend avoir été violé par une personne alors qu'il avait 5 ans sur le chemin de l'école à La Réunion. Et donc, il considère que ce viol est finalement l'explication à la mort de Catherine. Une histoire impossible à vérifier. Mais le procès est peut-être en train de basculer.
cette ligne de défense provoque la stupeur sur le banc des parties civiles. Ça me met en colère parce qu'à chaque fois, on essaie de donner des excuses. Une enfance difficile n'est pas une excuse pour moi. Toutes sortes d'excuses parce qu'on aura eu un père violent, que l'on aura vécu des sévices sexuels, qu'on connaît presque ces arguments par cœur. Ce que j'ai entendu ne m'explique absolument pas l'horreur de ce qu'il a fait. Un crime d'une extrême violence que les jurés de la cour d'assises gardent à l'esprit. En particulier lorsque Emma et Clotilde, les deux filles de Catherine, s'avancent à la barre. Ils ont parlé de leur mère, la larme à l'œil, comme étant, voilà, maman, c'était ça, c'était. Et déjà, parler de leur mère au passé, c'est quelque chose qui était bouleversant. Et je pense que le message est bien passé dans l'esprit des jurés, où ils ont bien compris ce que c'était qu'une maman qui disparaissait dans ces conditions et que le quotidien en était complètement bouleversé. On vit différemment, en fait. Ça a été difficile. Ça a été très difficile au tout début pour reprendre des repères, en fait. Parce que tout change. C'est vrai qu'à la maison, au lieu de 4, on est 3, et quand on rentre, c'est plus pareil. C'est différent. Des paroles qui résonnent encore lorsque Jérémy Tiberghien se lève. Dans un silence de mort, il s'adresse une dernière fois à la famille de sa victime. Il fait des excuses à demi-mot. Mais il ne regarde pas, il n'ose pas, donc il s'excuse rapidement à la fin, à demi-mot. Les jurés seront-ils plus sensibles aux arguments de l'accusé ou aux témoignages si émouvants des filles de la victime? Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. Jérémy Tiberghien est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Une peine confirmée lors de son procès en appel. Aujourd'hui, à Échillé, même si la justice est passée, les cicatrices sont toujours là. Malgré les années qui ont défilé, le souvenir de Catherine hante encore toutes ses amies, restées inconsolables. C'est vrai qu'on l'a dit avec les collègues, il y a un avant et un après. Parce qu'à l'époque, on était une équipe très soudée et oui, ça nous manque parce qu'on riait beaucoup avec elle. On a tellement bien ri ensemble que oui, je ne peux pas penser au laboratoire sans elle. Pour moi, à la limite, elle est toujours vivante. Même sentiment dans l'entourage de Catherine Gardère. Pour Clotilde, sa fille aînée, comme pour toute sa famille, il est difficile de tourner véritablement la page de cette tragédie. Je sais pas si j'ai fait mon deuil ou pas. Je sais pas, c'est compliqué de dire comment on fait son deuil en fait. J'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment on fait. Je me dis juste qu'elle est plus là pour toutes les étapes qui nous restent à vivre, mais après je sais pas si j'ai fait mon deuil. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui a scandalisé l'Amérique. Celle d'Ethan Couch, également surnommé l'adolescent le plus détesté des États-Unis. La raison ? En 2013, ce garçon issu d'un milieu fortuné tue 4 personnes alors qu'il conduit en état d'ivresse. Il encourt 20 ans de réclusion, mais il n'est condamné qu'à des soins psychiatriques et à une mise à l'épreuve. En effet, un psychologue a estimé qu'il souffrait d'influenza ou maladie de l'enfant gâté. En clair, le fait d'être riche l'aurait empêché de se rendre compte des conséquences de ses actes.
Que cache cet incroyable jugement? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle. Santé, Gareth. Tu devrais pas conduire, mec. Je gère, t'inquiète. Allez, on y va. Ethan, ralentis. Tu roules à gauche, tu vois pas? Il fait n'importe quoi. Il fonce à plus de 100 à l'heure du mauvais côté de la route. C'était terrifiant. Tous ces gens morts, ces jeunes passagers du pick-up grièvement blessés. Ça ressemblait plus à un crash d'avion qu'à un accident de voiture. Normalement, il n'avait pas le droit de conduire sans être accompagné d'un adulte. En gros, tout ce qu'il a fait cette nuit-là était rigoureusement interdit par la loi. C'était un enfant surgâté. Un des psychologues a expliqué qu'on l'avait traité en adulte beaucoup trop tôt, comme si ses parents avaient oublié qu'il n'était qu'un enfant. Ses parents étaient des personnes toxiques. Un magazine est même allé jusqu'à dire qu'Ethan Couch était le garçon le plus détesté de toute l'Amérique. Il y avait littéralement des appels au lynchage sur Internet. Comment Ethan Couch s'est-il retrouvé dans cette spirale infernale? Déclaration, monsieur Couch. Burleson, au Texas. C'est dans cette petite ville située à moins d'1 heure de Dallas qu'Ethan Couch voit le jour en 1997. Entouré de ses parents Fred et Tonya, il grandit dans un milieu favorisé. Ils vivent dans une immense maison avec 2,5 hectares de terrain et un grand atelier. L'endroit idéal pour faire la fête. Fils unique, Ethan est très choyé. Ses parents sont riches et cèdent à tous ses caprices. Il possédait son propre véhicule pick-up, tous les jouets possibles et imaginables. Il n'avait même pas besoin de demander. Il avait tout ce dont un enfant peut rêver. C'était un enfant surgâté. Mais ce bonheur ne dure pas longtemps. Les parents d'Ethan s'entendent mal. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il les voit se déchirer au quotidien. Visiblement, l'ambiance familiale était très conflictuelle et les disputes fréquentes. D'après le dossier judiciaire, Tonya Couch avait des problèmes de dépendance depuis longtemps. D'après le père d'Ethan, c'est à cause de sa femme que le jeune garçon serait lui aussi devenu dépendant. La mère de famille consommait des analgésiques en grande quantité et en aurait donné à son fils. Face à la situation, les services sociaux s'étaient emparés du dossier, secondés régulièrement par la police. D'après l'assistante sociale, le petit n'a montré aucun signe de surprise à l'arrivée de la police, comme si ça arrivait tellement souvent qu'il ne s'en souciait même plus. Sa vie de couple étant un cauchemar, Tonya reporte tout son besoin d'amour sur son fils. Fais de beaux rêves, mon petit protecteur. Elle raconte aux gens qu'Ethan est son protecteur, alors qu'il n'a que 9 ans. Elle finit même par lui installer un lit dans sa chambre pour qu'il dorme avec elle. On peut clairement qualifier d'extrêmement toxique la relation entre Ethan et sa mère. Dans ce cas précis, on a affaire à une interdépendance fusionnelle. C'est dramatique pour un enfant. C'est comme si les rôles parents-enfants étaient inversés. Le couple divorce en 2007 et Ethan est tiraillé entre les deux. Il fréquente une école privée où il obtient de bons résultats, mais ses parents lui accordent des privilèges bien trop importants pour son âge. Un des psychologues a expliqué qu'on l'avait traité en adulte beaucoup trop tôt, comme si ses parents avaient oublié qu'il n'était qu'un enfant. À 13 ans, il le laisse aller tout seul au lycée en voiture. Quand l'établissement s'en rend compte, la proviseure convoque le père de famille. Monsieur Couch, Ethan a 13 ans. On ne vient pas tout seul à l'école en voiture à cet âge. Arrêtez. C'est un excellent conducteur. S'il veut aller à l'école en voiture, il n'a pas à demander la permission. Ce n'est pas le message que nous inculquons à nos étudiants. Ils sont là pour préparer leurs études et leur avenir. Ethan n'ira pas en fac. Il va reprendre mon affaire. Quoi qu'il en soit,
Je ne peux permettre qu'il vienne seul à l'école en voiture. Mon fils viendra à l'école en voiture si ça lui chante. Et si ça ne vous plaît pas, je vous la rachète, votre école. Le père s'est immédiatement emporté en menaçant de racheter le lycée. Une fois de plus, le message adressé à son fils était limpide. Si on n'obtient pas la réponse voulue, il suffit de sortir le carnet de chèques pour l'acheter. Il prend aussi une décision radicale pour éviter de nouveaux problèmes avec le lycée. Ses parents l'ont retiré de l'école pour l'inscrire dans un programme d'enseignement à domicile qu'il n'a pas suivi très longtemps. Vers l'âge de 15 ans, Ethan s'est déscolarisé. Bien que divorcés, Fred et Tonya Couch renouent en 2011 et se remarient. C'est alors qu'ils déménagent avec leur fils dans une immense villa à Fort Worth. Mais très vite, les choses dérapent à nouveau. Ethan y vit quelque temps avant de dire à des amis qu'après une violente dispute avec son père, il a réinvesti la maison de Burleson tout seul. Les parents ont beau avoir prétendu devant la cour qu'il était censé préparer la maison avant sa vente, il vivait là seul, à faire la fête. C'était sa garçonnière. C'était sa maison où il était libre de faire tout ce qu'il voulait. Ethan Couch est libre de faire ce qu'il veut, sans adulte pour l'encadrer. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à faire la fête et à boire. Ethan? Ethan! Qui a déplacé la Firebird? Je sais plus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Interdiction d'y toucher. Exactement. Je suis obligé de te punir. Je confisque les clés de ton pick-up. Mais papa... Pas de mec qui tienne. À la suite de cet épisode, Fred Couch entre dans une rage folle. Et pour une fois, il décide de sanctionner son fils en lui confisquant sa voiture. Mais c'est sans compter la relation qui unit Ethan à sa mère. Pas de panique. Je te prêterai ma voiture. Tonya s'aborde immédiatement la punition de son ex-mari. Mère et fils étaient tellement proches qu'elle n'endossait même plus son rôle de parent avec lui. Elle se comportait comme sa meilleure amie, tout simplement. Ethan continue donc à circuler librement au volant de la voiture de sa mère. Jusqu'à ce jour de février 2013, où une patrouille de police la découvre garée sur un parking. À l'intérieur, sur le siège passager, une adolescente de 14 ans complètement nue. Non loin du véhicule, ils interpellent Ethan. Je fais quoi à votre avis? Quel âge a votre passagère? La police surprend Ethan Couch en train d'uriner sur la voie publique. Il est ivre. Il conduit sans permis et il transporte une gamine de 14 ans, ivre-morte, dans sa voiture remplie de bouteilles d'alcool vide. Ethan étant encore mineur, la police prévient sa mère. Tonya arrive rapidement sur les lieux. J'ignorais que tu étais sorti. Je te l'ai dit pourtant. Pas un mot à ton père pour l'alcool. C'était qu'une bière. La police lui inflige 2 contraventions. Une pour possession d'alcool par un mineur et une autre pour consommation d'alcool par un mineur. L'agent de police lui explique qu'il ferait mieux de reprendre sa vie en main, parce que les jeunes qu'il voit emprunter cette voie-là finissent toujours mal. Il lui accorde une seconde chance en somme. Boire et conduire, ça finit par faire des blessés, ou pire. Ne t'avise pas de recommencer. Merci, monsieur l'agent. Il fera ses travaux d'intérêt général, mais n'ira jamais aux réunions sur les ravages de l'alcool. Malgré les frasques de leur fils, les parents d'Ethan ne prennent aucune mesure pour l'aider à corriger son comportement. Ils refusent de voir la vérité en face. Peut-être que ses parents auraient dû le laisser dans le pétrin, faire en sorte qu'il assume ses erreurs et qu'il comprenne que dans la vie et dans la société, il y a des lois et des règles à respecter. Vas-y. Gros naze. T'es prêt?
Je vais voir de quoi t'es capable. Des nuits entières à s'amuser et à boire dans la maison de Burleson sans chaperon. Une fois encore, la maison d'Ethan est remplie d'adolescents qui font la fête. Mais ce soir-là, Star, son ex-petite amie, lui demande un service. Elle a besoin d'aller à la pharmacie et aimerait qu'il l'emmène. Ethan accepte sans hésiter et décide d'embarquer ses amis avec lui. T'as pas trop bu? Mais non. On bouge, les amis. Tu devrais pas conduire, mec. Je gère, t'inquiète. Allez, on y va. Amenez-vous. Comme il ne connaissait pas tous ses invités, il ne voulait pas les laisser seuls. Alors tout le monde est monté dans son pick-up. Il est bourré. Ethan s'installe au volant et démarre en trombe dans la nuit. Dans quelques instants, sa vie va basculer. Sa décision de prendre le volant va avoir un impact irréversible sur la vie de plusieurs personnes. La sienne, celle de ses passagers et celle des inconnus qu'il va croiser cette nuit-là. Au même moment, à moins d'1 kilomètre, la famille Boyles regarde tranquillement la télévision. Vous avez entendu? Soudain, elle est alertée par un bruit à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que c'était? Allons voir. Ouais. Intrigués, ils sortent et découvrent Brianna Mitchell, l'une de leurs voisines, qui vient de faire une sortie de route devant chez eux avec sa voiture. Vous allez bien? Oui, j'ai crevé et j'ai renversé votre boîte aux lettres. Je suis désolée. Vous n'avez rien, c'est l'essentiel. Je dois prévenir ma mère. Je vais ranger ça au garage. On t'attend ici, on reste avec elle. Maman, j'ai un pneu crevé. Non, non, ça va, j'ai rien. Mais est-ce que tu peux venir me chercher? Merci. Holly et Shelby Boyles restent auprès de Brianna Mitchell quand une voiture s'arrête. Un jeune pasteur, Brian Jennings, rentre de la fête de fin d'année d'un lycée et décide de jouer les bons samaritains. Ne bougez pas, je reviens. Sur le bord de la chaussée, il y a donc Brianna et Holly. Il y a aussi Shelby, la fille d'Holly, et le pasteur Jennings. Ils ignorent qu'à quelques centaines de mètres de là, une voiture folle arrive en trombe, remplie d'adolescents. Le véhicule est conduit par Ethan Couch, complètement ivre. Ethan, ralentis. Tu roules à gauche, tu vois pas? Son état inquiète de plus en plus sa passagère. D'après le rapport de la police, il conduisait à très vive allure. Il fait n'importe quoi. Il fonce à plus de 100 à l'heure du mauvais côté de la route. Il finit par s'en rendre compte et tente de corriger sa trajectoire. Mais son coup de volant est trop brusque et il finit dans l'herbe, du côté où se trouve le petit groupe de personnes. Alors qu'il est en train de ranger sa boîte aux lettres dans son garage, Eric Boyles entend le bruit terrifiant d'un violent impact. Un immense fracas retentit. Un résident vivant à 800 mètres de là a cru que c'était une explosion. Affolé, le père de famille revient sur ses pas. Face à lui, un véritable carnage. Shelby! Holly! Monsieur Boyles court devant sa maison et retrouve sa femme et sa fille mortes. Des gens arrivent rapidement et préviennent immédiatement les secours. Leurs descriptions de la scène font froid dans le dos. Police secours du comté de Tarrant, j'écoute. Il y a eu un accident impliquant plusieurs véhicules devant chez moi. Il y a 4 ou 5 jeunes au sol, sur la route ou dans le fossé. Vous êtes sur les lieux, madame? Non, il y a un autre enfant dans le fossé. C'est pas vrai. Arrivé sur les lieux, un adjoint du shérif témoignera plus tard de la violence de l'impact. Il évoquera une scène plus proche d'un crash d'avion que d'un accident de la route. Le véhicule d'Ethan Couch a foncé droit sur celui de Brianna Mitchell, lequel est allé faucher Brianna, Holly, Shelby et Brian avant de percuter la voiture de Brian garée plus loin.
Les deux jeunes qui étaient dans la voiture de Brian Jennings ont miraculeusement survécu à la collision. Le choc est si grand que la voiture d'Ethan part en tonneaux. Deux adolescents installés à l'arrière du pick-up sont éjectés. Ils ont été projetés violemment et ont fini avec des blessures extrêmement graves. L'un d'eux s'appelle Serge Molina et il est entre la vie et la mort. Quant à tous ceux qui se trouvaient sur le bas-côté de la route, ils meurent sur le coup. Il y avait Holly Boyles, 52 ans, et sa fille Shelby, 21 ans. Le pasteur de 43 ans, Brian Jennings, et Brianna Mitchell, 24 ans. L'exemple parfait du mauvais endroit au mauvais moment. C'était terrifiant. Tous ces gens morts, ces jeunes passagers du pick-up grièvement blessés, et toute la petite communauté de Burleson sous le choc après une telle tragédie. Ethan Couch, lui, survit et parvient à sortir de sa voiture. Au lieu d'apporter son aide, il s'éloigne du lieu de l'accident. Des gens ont accouru pour aider les blessés, notamment un individu. N'allez pas là-bas, c'est pas beau à voir. Tu saignes? Une ambulance, vite! Non, t'en vas pas, assieds-toi! Tu souffres peut-être d'un traumatisme crânien. Pas de panique, ça va. Moi, c'est Ethan. Je peux tout régler. Retenez mon nom si besoin. Il a donné son nom aux témoins, il avait l'air désorienté, mais il a tout de même déclaré à ces gens « Si vous êtes mêlés à tout ça, retenez mon nom. Mon père vous aidera à régler tout ça. » Tu as besoin de soins. Mais c'est bon, je vous dis, j'ai rien. Allongez-vous. Allez, on soulève. Le jeune homme finit par perdre connaissance. Il est évacué vers l'hôpital le plus proche. On y va. Quelques heures plus tard, il se réveille sur un lit d'hôpital. Il a un taux d'alcool dans le sang 3 fois supérieur à la limite légale pour un adulte. Les mineurs sont soumis à une tolérance zéro. Les analyses sanguines révèlent aussi que cette nuit-là, Ethan a pris des anxiolytiques et a fumé du cannabis. Normalement, il n'avait pas le droit de conduire sans être accompagné d'un adulte. Il n'était pas censé transporter de passagers, mineurs de surcroît. En gros, tout ce qu'il a fait cette nuit-là était rigoureusement interdit par la loi. D'après ce qu'on sait, M. Couch et ses avocats ont pris très tôt la décision de ne pas plaider non coupable devant la justice, car ils savaient que c'était perdu d'avance. La culpabilité d'Ethan Couch dans l'accident n'a jamais été remise en cause. La défense a estimé préférable de plaider coupable, puis de tenter de convaincre le juge, voire un jury, de faire preuve d'indulgence. Comme il est mineur à l'époque, il n'est pas présenté devant un tribunal classique, mais devant une cour de justice pour mineurs. Les gens estimaient que c'était digne de passer aux assises, pas devant le juge pour enfants. L'audience se déroule donc à huis clos, et elle va connaître un incroyable rebondissement. Alors que tout accuse Ethan, un psychologue requis par la défense va réussir l'impossible. Le dédouaner de ses responsabilités en démontrant que le comportement d'Ethan est dû à une pathologie étonnante. Il a employé le terme affluenza, formé à partir des mots affluence ou abondance et influenza, la grippe. D'après lui, Ethan souffrait d'affluenza, la maladie de l'enfant gâté. C'est-à-dire que l'aisance financière d'un individu l'empêcherait de se rendre compte des conséquences de ses actes. Pour les parties civiles, cette stratégie de défense est insupportable. Et pourtant, elle va faire mouche. Ethan Couch plaide coupable des 4 chefs d'accusation pour homicide. Tout le monde s'attend à ce que la juge lui inflige une peine de prison. Alors, à l'énoncé du verdict, tout le monde tombe de son siège. Au lieu d'une peine de prison, Ethan Couch écope seulement d'une obligation de traitement et d'une mise à l'épreuve de 10 ans. Dans la salle d'audience, c'est la consternation. Mes clients, tout comme les proches des autres victimes dans cette affaire, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils croient peut-être avoir gagné, mais je peux vous assurer que le monde entier va avoir les yeux rivés sur leur fils maintenant.
L'ami de Brian Jennings a été le premier à craquer. Il a bondi de son siège en hurlant un truc du genre « Justice de... » À l'annonce de ce verdict incroyable, l'opinion publique se déchaîne. Le verdict a déclenché un tollé. Ce gosse plein aux as évitait la prison. L'explication du verdict était que puisqu'on ne l'avait jamais tenu pour responsable de rien, il serait incapable de comprendre les raisons pour lesquelles il devait, cette fois, subir les conséquences de ses actes. Cette explication a rendu les gens fous de rage. Le public a été ulcéré de voir qu'on justifiait son crime en prenant l'excuse de ses moyens financiers et de son statut privilégié. Les gens avaient toutes les raisons du monde d'aller déverser leur colère sur les réseaux sociaux au sujet de ce gosse de riche qui se croyait au-dessus des lois. Cette peine, aussi légère que scandaleuse, a plongé les gens, puis le pays, dans la colère. Un magazine de Dallas a publié un dossier sur l'affaire dans lequel il qualifiait les parents d'Ethan Couch de pires parents au monde. Aidés par l'emballement médiatique, les familles des victimes de l'accident décident de les poursuivre au pénal. Une des poursuites concernait Sergio Molina, qui était à l'arrière du pick-up lors de l'accident. Le jeune footballeur a fini dans un fauteuil. Depuis tout petit, il avait un but dans la vie. Il voulait devenir le footballeur le plus célèbre au monde. Il s'entraînait dur et il faisait tout pour décrocher cette bourse universitaire qui lui permettrait de poursuivre ce rêve. Un rêve brisé par Ethan Couch. Mais ça n'est pas tout. Alors qu'il est condamné à suivre une cure de désintoxication, ses parents vont à leur tour tout faire pour éviter de payer. Fred et Tonya Couch ne vont assumer qu'une partie du montant des soins sous prétexte d'un manque de moyens. Les contribuables texans paieront le reste du montant des soins d'Ethan, soit environ 150 000 $. Après sa libération, on s'est dit que le contrôle judiciaire lui mettrait un peu de plomb dans la tête. Les victimes et leurs proches espéraient trouver un peu de paix. S'il montrait qu'il avait repris sa vie en main, il aurait pu devenir un porte-parole formidable pour inciter les jeunes gens comme lui à ne pas commettre les mêmes erreurs. On espérait vraiment qu'il saisirait cette seconde chance. Mais Ethan Couch n'en fait rien. Il reprend une vie normale et se fait peu à peu oublier. Ethan Couch vit avec sa mère et semble filer droit. Son nom commence à disparaître de la mémoire collective. Mais ça ne dure pas. 2 ans après l'accident, son nom va rejaillir dans les médias. Et encore une fois, pour un problème d'alcool. Un soir d'octobre 2015, un groupe de jeunes organise un jeu à boire. T'es obligé de réussir. La soirée est filmée par l'un des adolescents. Dans le groupe, Ethan Couch, qui participe au jeu et qui boit. Quelques semaines plus tard, la vidéo atterrit sur les réseaux sociaux. Une vidéo sur Internet le montre en train de disputer un jeu à boire appelé bière pong. Or, sa liberté conditionnelle lui interdit de consommer de l'alcool. Quand la vidéo est publiée, elle interpelle le shérif de Burleson et le bureau du procureur du comté de Tarrant par ses commentaires. Votre petit protégé, Ethan Couch, viole son contrôle judiciaire. J'ai d'autres preuves si besoin. En alertant nommément les autorités de la ville et du comté, la communauté de Burleson a cherché à leur dire « Voilà ce que vous avez laissé en liberté. Voilà le résultat. Ce gosse n'a pas du tout retenu la leçon et il a repris ses mauvaises habitudes qui ont coûté la vie à 4 personnes. » Dès la publication de la vidéo, les habitants de la ville ont réagi et ont exigé qu'il soit traîné devant la justice. Tonya Couch, qui veut lui éviter des problèmes, tente de trouver de l'aide auprès de son ex-mari. Son contrôleur judiciaire le convoque pour un dépistage de drogue. Il a peur qu'on annule sa conditionnelle. Sa réponse est sans appel, il n'interviendra pas. Laisse tomber si c'est pas ton problème. On va se débrouiller sans toi. Et n'espère pas revoir Ethan un jour. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, mon chéri. Je vais régler tout ça, d'accord? Mais au lieu d'accompagner son fils à son dépistage, Tonya Couch décide de fuir le pays avec lui. Une mère protège ses enfants, c'est comme ça. Elle fera tout pour lui éviter des choses désagréables. Mais à ce stade de l'histoire, il semble évident que cette femme a une influence néfaste sur son enfant, et pire encore.
qu'elle a du mal à en prendre conscience. Juste avant de partir en cavale, elle organise même une fête de revoir pour lui. Votre attention tout le monde. J'aimerais qu'on porte un toast à Ethan pour lui souhaiter un bon voyage. Bon voyage, Ethan. Ils ont même fêté ça comme pour dire « Au revoir tout le monde, on s'enfuit ». Aucun des convives n'a eu le bon sens de prévenir les autorités. Une fois de plus, la mère d'Ethan Couch n'a rien fait pour aider son fils et a eu l'idée au contraire de fêter dignement le fait qu'ils allaient enfreindre la loi en fuyant le pays et devenir des fugitifs. Avant de s'enfuir, et afin qu'on ne le reconnaisse pas, Ethan Couch se teint les cheveux en brun. Sa mère et lui prennent la route sans dire où ils vont. Une fois de plus, ils reproduisent le mode opératoire suivant lequel ils ont toujours affronté les problèmes dans leur vie. De lourdes conséquences pèsent sur nous et la situation ne nous plaît pas. Alors on va faire comme si elle n'existait pas, n'y accorder absolument aucune valeur et faire ce qu'on veut. Prêt ? Malgré ses obligations, Ethan ne se présente pas devant son contrôleur judiciaire. Prévenu, la police se déplace à son domicile. Aucune trace du jeune homme, ni de sa mère. Inscrits sur la liste des fugitifs internationaux, ils sont activement recherchés, notamment Tonya. S'il s'avère qu'elle l'a aidé à s'enfuir, vous avez ma parole qu'elle sera traînée en justice pour ce crime. L'opinion publique est folle de rage. Les gens ont profité de cette cavale pour s'écrier « Vous voyez, on vous avait bien prévenu qu'il ne changerait pas et qu'il s'enfuirait ». Partout dans le pays, les gens ont eu l'occasion de dire qu'il n'y avait pas de pires parents au monde que Fred et Tonya Couch. Le service des marshals des États-Unis est saisi du dossier et très vite une affiche est diffusée avec de belles photos du fugitif. Une récompense de 5 000 $ est offerte contre toute information susceptible de mener à une arrestation. Ethan Couch est devenu le citoyen américain le plus recherché au monde. Les gens appelaient de partout pour déclarer avoir aperçu l'ado affluenza quelque part. Ça n'arrêtait pas. C'était comme s'il était partout en même temps. En fait, Ethan et sa mère Tonya se trouvent au Mexique, dans la ville de Puerto Vallarta. Même en cavale, il n'a pas su résister à son envie de faire la fête. On l'a vu dans des clubs de striptease de la ville, et pire encore, on a signalé une fois la présence de sa mère en sa compagnie. On rentre, tu veux bien ? Je vais traîner encore un peu. Il n'avait plus assez d'argent pour régler son ardoise dans cet établissement dont la façade promettait une farandole de seins et de fesses. Oh Chico, réveille-toi. On ferme. Faut passer à la caisse. Qui va le sortir du pétrin une fois de plus? Sa mère. Qui est là? C'est moi, maman. Merci de l'avoir accompagné. Une fois encore, Ethan est sauvé par sa mère. Mais ça ne va pas durer. La justice le traque et le jeune homme va involontairement mener la police jusqu'à lui. La manière dont les autorités lui ont mis le grappin dessus est assez ironique. Il ne s'est pas fait arrêter à la suite d'un signalement. Il s'est fait coincer à cause d'un petit creux. Oui, je voudrais commander une pizza double fromage et pepperoni. À cet instant, Tonya et Ethan Couch ignorent que leurs téléphones ont été mis sur écoute. Il veut se faire livrer une pizza et dès qu'il appelle pour commander, les marshals localisent l'origine de l'appel et savent où aller cueillir leur fugitif. Police fédérale mexicaine, main en l'air.
C'est la fin d'une folle cavale pour Ethan et sa mère. Elle aura duré 2 semaines et demie. Quand ils sont tous les deux arrêtés au Mexique, la nouvelle parvient très rapidement chez nous. Et je peux vous dire que tout le monde s'est empressé de se frotter les mains. Les gens se sont dit « enfin ». On va enfin pouvoir finir le travail et le punir pour ses crimes et pour tout le mal qu'il a fait à ses familles. Mais l'adolescent va tout faire pour empêcher son extradition. Afin d'échapper à la justice américaine, il va raconter que les autorités mexicaines ont violé ses droits civiques. Et ça marche. Son rapatriement est retardé. Sa mère, elle, n'a pas autant de chance. À peine est-elle arrivée sur le sol texan qu'elle se retrouve derrière les barreaux. Tonya Couch se retrouve en prison pour avoir facilité la cavale de son fils. Est-ce que ça l'a fait réfléchir? D'après les déclarations du shérif, pas vraiment. Vous vouliez me voir? C'est ma cellule. Il y a trop de lumière. Je n'arrive pas à dormir. Et je n'apprécie pas d'être surveillée jour et nuit. Vous êtes en prison, pas à l'hôtel, Madame Couch. En janvier 2016, fatigué de fuir, Ethan Couch renonce à entraver son extradition. Il est rapatrié aux États-Unis. Il y avait une déclaration, Monsieur Couch. Alors que sa mère est rapidement libérée sous caution, Ethan, lui, est condamné pour n'avoir respecté ni son contrôle judiciaire, ni sa liberté conditionnelle. Il a été condamné à 720 jours de prison pour non-respect de son contrôle judiciaire. Si je me souviens bien, le juge l'a condamné à purger sa peine en 4 séjours de 180 jours. J'imagine que c'était pour symboliser les 4 vies qu'il avait détruites. Ethan Couch est incarcéré en avril 2016. Mais il n'aura jamais fait de prison pour avoir causé la mort tragique de 4 personnes. Des gens continueront d'affirmer qu'il ne paiera jamais vraiment pour les actes qu'il a commis et que la justice ne sera jamais correctement rendue dans cette affaire. Il a tout de même fini derrière les barreaux et ça le suivra toute sa vie. Ethan Couch est libéré en avril 2018 après avoir purgé une peine de 2 ans de prison. Reste à savoir comment il se comportera à 25 ans, puis à 30. Est-ce qu'il se tiendra à carreau? L'avenir le dira. Je pense surtout aux victimes dans toute cette affaire, à tous ces gens qui ont dû recoller les débris de leur vie après les événements tragiques de cette nuit de juin 2013. Je continue de rêver. Je fais des rêves de fou. Je peux vous dire que le jour où mon frère retrouvera enfin la parole, ce sera énorme. Ce gosse n'a pas seulement mal tourné. Ses parents ont été particulièrement coupables dans leur manière de lui inculquer qu'il était au-dessus des lois, qu'il était un enfant à part et qu'il n'avait pas à assumer les conséquences de ses actes. En tant que parents, notre responsabilité n'est pas d'être les meilleurs amis de nos enfants. Nous sommes les bergers, ceux qui les guident et les aiguillent pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Si nous nous détournons de cette mission, nous sombrons dans un gouffre et nous entraînons notre enfant avec nous.